Chapitre 1. Le petit déjeuner interrompu. C'était une matinée grise et brumeuse dans le Sussex, avec la rosée toujours suspendue comme un voile sur les jardins immaculés d'Edenvane Manor. Les tours de pierre et les gargouilles du XVIIe siècle regardaient avec indifférence le nouveau jour, tandis qu'à l'intérieur, le silence de la salle du petit déjeuner était brusquement rompu par un cri. « Duc ! Mon Dieu, le duc !» Lady Clarissa Edevan était restée pétrifiée à l'entrée de la salle à manger, un plateau en argent à la main et un air d'horreur figé sur le visage. Les plats en porcelaine et les œufs pochés n'intéressaient plus personne. En bout de table, le dos droit et le regard fixé sur l'infini, gisait le duc de Westborough, apparemment endormi. Sans la tasse de thé encore fumante devant lui, la scène aurait pu paraître sereine. Mais la tasse ne fumait pas. Il faisait froid. Le médecin de la ville, un homme pratique aux manières, peu raffiné, fut immédiatement convoqué. Quelques minutes plus tard, après avoir pris le pouls et observé les lèvres du noble déchu, il déclara nerveusement « Il est mort. Il n'y a aucun signe visible de traumatisme. Je vais devoir informer le coroner, bien sûr, mais cela semble suspect. » Personne n'a rien dit, mais tout le monde pensait la même chose. La mort du duc Rupert de Westborough n'était pas seulement inattendue, elle était également gênante. Leur anniversaire de mariage serait célébré le soir même et le manoir était déjà décoré de fleurs et de velours, de verres alignés comme des soldats et d'un orchestre engagé à Vienne. De plus, le duc était un homme robuste, à peine dans la soixantaine, doté d'une santé enviable et d'une routine monastique. Il ne fumait pas, ne buvait pas excessivement et ne laissait jamais son thé inachevé. Sauf aujourd'hui, Lady Clarissa, sa seconde épouse, de 20 ans sa cadette et magnifiquement habillée même à cette heure-là, ne pleurait pas. Il resta ferme comme une statue tragique. Sa coupe de champagne du petit déjeuner était toujours intacte. « Et personne d'autre n'est venu ici avant toi ?» demanda le majordome Théodore d'une voix grave. « Juste Rupert. Il prend toujours son petit déjeuner tôt, et seul, » répondit Clarissa avec raideur. Les autres invités, toujours en robe de chambre, ou boutonnant leur veste, commencèrent à arriver un à un. Edward Ashcroft, neveu du duc, jeune, hautain, et à la carrière politique naissante. Dame Isobel March, amie d'enfance de Rupert, veuve récente et propriétaire d'un regard triste et pénétrant. Archibald Vernet, artiste française, originaire de Paris, au caractère théâtral, invitée par Clarissa. Mademoiselle Amélia Tran, la gouvernante à la retraite de la famille, aujourd'hui bibliothécaire du manoir, ayant l'air d'en savoir plus qu'elle ne le prétendait. Colonel Hammond, ancien combattant, voisin et membre du club de chasse. Et mademoiselle Lily Holmes, le nouveau secrétaire du duc, réservé et à peine connu des autres. Tout le monde avait été invité à la célébration. Ils avaient tous des raisons d'être là, et apparemment personne n'avait eu accès à la table du petit déjeuner, à l'exception de Rupert lui-même, et peut-être de quelqu'un d'autre. C'est le colonel Hammond qui a fait cette suggestion. Cela nécessite un esprit inhabituel, pas un inspecteur rural avec les mains pleines de fumier. Nous avons besoin de quelqu'un continental. Lady Clarissa, toujours en transe, hocha lentement la tête. « Je connais quelqu'un, un détective, un gentleman. Belge, je pense. Il m'a aidé une fois avec un joyau manquant à Cannes. Il n'aime pas se salir les mains.
mais il voit des choses que personne ne voit. À midi, un télégramme fut envoyé. Et le lendemain, à l'aube, Hercule Poirot arrivait au manoir Edevanne. La voiture s'est arrêtée avec une précision presque mathématique devant l'entrée principale. De lui descendait un homme de petite taille, avec un manteau parfaitement coupé, un chapeau raide, une moustache polie comme un miroir, et des yeux qui observaient tout sans bouger la tête. Poirot n'avait pas besoin de drame. Sa simple présence a transformé la scène en une pièce de théâtre contenue. « Messieurs, mesdames, salua-t-il en inclinant légèrement la tête. Ils ont perdu un homme, et j'ai perdu mon petit déjeuner. Nous compenserons les deux, n'est-ce pas? Et sans plus attendre, il entra dans la salle du petit déjeuner, où la coupe du duc était encore intacte. Poirot la regarda pendant de longues secondes, sans la toucher. Il a ensuite demandé une copie du menu de ce petit déjeuner, une liste des domestiques en service et a demandé que personne ne quitte la propriété. « La coupe » murmura-t-il. « Ah, mes amis, ce n'est pas seulement qu'il fait froid, c'est que c'est trop froid, trop tôt. » Lady Clarissa fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Poirot la regarda avec une expression qui ne semblait gentille qu'en surface. « Je dis, madame, que le temps n'obéit pas toujours à l'horloge. Et quand la tasse refroidit prématurément, c'est parce que quelqu'un a avancé le moment. » Silence. Un crime avait été commis. Tout le monde savait déjà que ce n'était pas naturel. Mais seul Poirot était prêt à voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. C'est ainsi qu'a commencé leur jeu de logique et d'ombre. Chapitre 2. Conversation sous pression. Poirot demanda que le petit déjeuner soit servi dans la galerie d'hiver, une pièce lumineuse avec des fenêtres donnant sur le jardin et qui, selon lui, favorisait la clarté de la pensée. Pendant qu'il buvait son café avec exactement 2 morceaux de sucre et sans lait, comme il faut, il demanda que le premier des invités lui soit envoyé pour une conversation informelle. « Ce n'est pas un interrogatoire, non, non. C'est simplement une conversation entre gens instruits, » précisa-t-il au majordome, continuant de lisser un pli invisible de son mouchoir. L'élu était Edward Ashcroft, le jeune neveu du duc. Grand, avec une mâchoire carrée et des sourcils toujours tendus, Édouard entra d'un pas déterminé, mais son salut fut sec. « Je suppose que c'est une formalité, monsieur Poirot. J'ai déjà tout raconté au médecin et à l'inspecteur municipal. »« Ah, mais je ne suis ni le médecin ni l'inspecteur, monsieur, » répondit Poirot avec un doux sourire. « Je m'intéresse à l'âme, pas à l'autopsie. » Édouard le regarda avec un mélange d'inconfort et de scepticisme. « Très bien, j'ai demandé. Vous et le duc, étiez-vous proches ? » ?»« Juste assez. Il était mon tuteur légal depuis l'âge de 16 ans. Il m'a donné une excellente éducation, mais nous n'étions pas très expressifs. Il était rigide. À l'ancienne, Poirot hocha la tête, tournant lentement sa cuillère sur la soucoupe. « Et vous aviez l'espoir d'hériter. » Edward hésita juste une fraction de seconde. « Qui ne le fait pas ? Mais Rupert, le duc, ne parlait pas de testament. Au contraire, c'est sa femme qui en profite le plus, je pense. »« Ah, la belle Lady Clarissa !» murmura Poirot, presque sur un ton de révérence. « L'approuvez-vous ? Ce ne sont pas mes affaires, même si je doute qu'elle soit venue dans cette maison par amour. » Poirot haussa à peine un sourcil. « Qu'avez-vous fait le matin du crime ? » « J'étais à la bibliothèque.
depuis avant 8 heures. Miss Tran peut le confirmer. Poirot hocha la tête. Edward partit sans dire bonjour. Le suivant était Dame Isobel March, une femme au port mélancolique et à la voix douce, comme si elle parlait d'un autre temps. Rupert était la chose la plus proche que j'ai jamais connue d'un véritable amour, a-t-elle déclaré, avec un sourire qui n'a pas touché ses yeux. Mais il ne m'a jamais permis. Le devoir était son or, pas son désir. Poirot baissa respectueusement la tête. « Et cette visite, madame? L'idée était-elle la vôtre? » ?»« Non, c'était de Clarissa. Je pense qu'il aime m'avoir avec lui. Peut-être par vanité ou de la cruauté. La considérez-vous comme une femme dangereuse? Je la considère comme une femme désespérée, ce qui est parfois plus effrayant. Étais-tu ce matin sur la terrasse de la serre? J'avais de l'insomnie. J'ai regardé Rupert entrer dans la salle à manger. J'étais seul. Personne d'autre n'a franchi la porte d'entrée, je peux le dire. Poirot écrivit quelque chose dans son petit carnet, avec la précision d'un horloger. Archibald Vernet. C'était une bouffée de parfum et de drame. Mon Dieu, quelle tragédie théâtrale! S'exclama-t-il en laissant tomber son écharpe sur le dossier de la chaise. Un duc assassiné lors de son propre petit déjeuner, c'est de l'opéra. Poirot le regardait sans l'interrompre. On dit que vous avez été personnellement invité par Lady Clarissa. Sont-ils proches? Disons que nous partageons une sensibilité artistique. Elle collectionne mes tableaux. Même si, malheureusement, il ne les comprend toujours pas complètement. Où étais-tu ce matin? Il dormait profondément. Hier soir, j'ai bu trop de cognac. Le colonel peut le confirmer. C'était mon copain de beuverie. Poirot hocha la tête, mais ne sourit pas. Et que pensez-vous de cette tragédie? Archibald se pencha vers lui. Je vais vous dire ceci, monsieur Poirot. Dans cette maison, il y a la beauté, la richesse et la courtoisie. Mais, en dessous, des poignards sont cachés. Le quatrième était mademoiselle Amélia Tran, sobre, grise comme sa robe, avec une expression marbrée. Le duc était un homme méticuleux. Sa coupe devait être au même endroit chaque jour. Il n'a jamais toléré le désordre. Poirot sourit faiblement. Et pourtant il est mort avec sa coupe encore pleine. « Je l'ai remarqué, » dit-elle d'un ton sec. Il n'a pas bu. Il n'a pas touché à sa cuillère. Quoi qu'il arrive, c'est arrivé rapidement. Peut-être intentionnel. Et votre alibi, mademoiselle? J'étais à la bibliothèque depuis 7 heures. Édouard arriva un peu plus tard. Nous ne parlons pas. Et ton impression de Clarissa? Amélia plissa les yeux. Ce n'est pas une femme stupide, mais il croit que nous tous le sommes. En fin de matinée, Poirot avait rempli 3 pages de son carnet. Mais il n'a encore fait aucune déclaration, ni porté accusation. Juste une observation, partagée avec lui-même, alors qu'il regardait le jardin brumeux depuis la galerie. Dans ce cas, les mensonges ne sont pas dans ce qui est dit, mais dans « comme c'est dit ». Et cette coupe en dit plus que toutes ensemble. L'heure de parler avec Lady Clarissa approchait, et la coupe attendait toujours. Chapitre 3, entre coupe et silence. Lady Clarissa et Devanne se présenta devant Poirot avec une élégance étudiée. Sa robe de soie noire tombait comme une ombre liquide, et son expression
était celle de quelqu'un qui avait passé toute la nuit à répéter le look parfait d'un deuil contenu. Poirot se leva et la salua avec une courtoisie exagérée. « Madame, je suis profondément désolé pour votre perte. Mais s'il vous plaît, permettez-moi quelques questions. Petit, oui, mais important, comme le fil qui coud d'une robe. » Elle hocha la tête avec dignité, prenant place sans dire un mot. Poirot n'a présenté aucune vaine condoléance. « Pourrais-tu me dire comment ta matinée a commencé? Comme les autres? » Je me suis levé à 7h30. J'ai pris un bain. J'ai demandé que le petit déjeuner soit apporté dans ma salle d'eau comme d'habitude. D'habitude, je ne prends pas de petit déjeuner avec Rupert. Il disait que mes toasts sentaient le parfum. Et à quelle heure l'avez-vous vu pour la dernière fois? Hier soir vers 11h. Nous avons partagé un verre de sherry. Nous ne parlons pas beaucoup. Il était réfléchi. Poirot hocha lentement la tête. Et tu n'as rien remarqué d'étrange dans son comportement? Chez Rupert, la mélancolie n'était pas étrange. Mais ces derniers temps, il semblait plus maussade. Peut-être à cause de problèmes de volonté. Poirot haussa légèrement les sourcils. Testament? Clarissa le regarda froidement. Il y a une semaine, Rupert a appelé son avocat. J'allais faire des changements. Il n'a pas précisé de quel type, mais j'ai trouvé ça inquiétant. Vous pensiez que je l'exclurais? Un léger tremblement passa au coin de sa bouche, mais sa voix resta ferme. Non, je n'ai pas besoin de ton argent. Rupert m'a donné tout ce que j'avais, ou presque. Tout. Poirot pencha la tête. Est-ce que cela inclut l'affection? Nous ne sommes pas venus pour parler de sentiments, monsieur Poirot, répondit-il avec un sourire glacial. Au contraire, madame. Nous venons toujours pour parler de sentiments. Le crime est la fleur malade de l'âme. Après le départ de Lady Clarissa, Poirot demanda la présence du colonel Hammond. Le soldat entra d'un pas énergique, mais s'assit sur la chaise avec une expression fatiguée. Ses yeux étaient petits et sagaces, habitués à regarder droit devant lui, même dans les tranchées. Il n'est pas nécessaire de faire des détours, Poirot. Ils l'ont tué, non? Je n'aime pas spéculer sans preuve. Mais la coupe froide, le corps droit, l'expression ne sont pas typiques d'une mort naturelle. Le colonel hocha gravement la tête. Je pensais la même chose. Mais comment? Rupert ne recevait pas de visiteurs extérieurs. La maison était fermée comme une forteresse. Et pourtant, quelqu'un l'a rattrapé. Poirot s'approcha de la fenêtre, observant le reflet du colonel dans la vitre. « Où étiez-vous exactement, entre 8 et 9 heures ?»« Dans la salle de musique. J'étais avec Vernet. Le Français avait envie de cognac, et nous avons parlé de tactique de guerre. Un discours absurde, si vous me permettez. Et quand as-tu su que le duc était mort? Peu de temps après, Clarissa a crié, et nous sommes tous allés dans la salle à manger. Poirot se tourna lentement. « Avez-vous aimé le duc, colonel? » « Non, mais je le respectais. C'était un homme de principe, même si ses principes dataient d'un autre siècle. Honnêtement, je ne pense pas que Rupert ait rendu qui que ce soit heureux. Pas même sa femme. Surtout sa femme. » Poirot l'observait attentivement. « Que pensez-vous de Lady Clarissa? Trop parfait. Et une trop bonne actrice. Mais ne vous méprenez pas, Poirot. Être une bonne actrice ne fait pas d'une femme une meurtrière.
Seulement dans dangereux. Et qu'en est-il du jeune Edward? Le colonel renifla. Un garçon ambitieux. Il vit plus préoccupé par sa carrière politique que par son âme. Mais je ne le considère pas comme un meurtrier. Lâche, peut-être, froid, c'est sûr, mais pas sanglant. Poirot le remercia et le laissa partir, notant plusieurs phrases clés dans son carnet. Il a ensuite demandé au majordome une liste détaillée de ceux qui avaient utilisé la cuisine ce matin-là et à quelle heure. Lorsqu'il reçut la feuille, il la parcourut en silence. Un des noms a retenu son attention. Lily Holmes. La jeune secrétaire était allée à la cuisine avant l'aube, soi-disant pour prendre un thé pour calmer ses nerfs. Poirot baissa le papier et ferma les yeux un instant. Quelque chose n'allait toujours pas. Le petit déjeuner du duc avait été servi à 7h45, mais la tasse, quand Poirot la vit à peine 1 heure plus tard, était froide comme de la pierre. Trop froid. Une tasse perd sa chaleur, oui. Mais pas si vite. Sauf si il n'en dit pas plus. Ces petites cellules grises bouillonnaient en silence. Ce soir-là, tandis que les invités dînaient dans une atmosphère raréfiée, Poirot se promenait dans le jardin, enveloppé dans son manteau. Il s'arrêta devant une statue d'Apollon et murmura « Lorsqu'un crime ne laisse aucune trace, il faut en chercher l'écho. Pas ce qui a été fait, mais la façon dont tout le monde a réagi. Et quelqu'un a trop bien réagi. » Dans l'obscurité, une silhouette l'observait depuis la galerie. Silencieux, faites attention, et tremblant. Chapitre 4. La lettre dans le 2e tiroir. Le lendemain matin, l'aube redevint grise, comme si le ciel partageait le doute suspendu dans l'air des Devenmenschon. Poirot a demandé qu'il soit envoyé à Lily Holmes jusqu'à la bibliothèque, où il se tenait debout, scrutant une rangée de volumes reliés en cuir. Je n'en ai feuilleté aucun. Il les inspectait comme quelqu'un qui cherche un geste entre les visages dans une salle pleine de témoins. La jeune femme entra d'un pas doux et d'un regard évasif. Elle avait environ 20 ans, avec la peau claire, les cheveux attachés en chignon strict et une expression qui semblait s'excuser avant même de parler. « Mademoiselle Holmes, » dit Poirot sans encore se retourner, « il y a quelque chose chez vous qui m'intrigue, votre silence. Vous avez très peu parlé depuis la mort du duc. Est-ce par prudence ou par peur? » « Par respect, monsieur, » répondit-il d'une voix faible. « Le duc m'a traité avec justesse, et il m'a semblé inapproprié de donner mon avis. » Poirot se tourna enfin et lui fit signe de s'asseoir sur l'une des chaises rembourrées devant son bureau. « Dites-moi donc, sans jugement, juste des faits. À quelle heure vous êtes-vous levé le jour du crime? » « Je me suis réveillé vers 6h30. J'ai fait des cauchemars comme je le fais parfois. Je suis allé à la cuisine prendre du thé pour me calmer. Et tu l'as préparé toi-même? Ouais. Le personnel de cuisine n'était pas encore arrivé. Seul le majordome parcourait les couloirs. Poirot hocha la tête comme si cela confirmait une de ses théories. « Avez-vous vu le duc ce matin-là » Lily secoua la tête. Non, j'ai entendu ses pas dans le couloir plus tard, peut-être vers 8h. Mais je ne l'ai pas croisé. Et as-tu remarqué quelque chose d'étrange en préparant le thé? Elle hésita. Maintenant que tu en parles,
Une des théières était encore humide, comme si elle avait été lavée à la hâte. Je n'y ai pas accordé d'importance. Je pensais qu'il aurait été utilisé la veille. Poirot le remarqua lentement. Le duc vous confiait-il des tâches personnelles? Parfois. Il me dictait des lettres, me demandait d'organiser des documents. Mais cette semaine-là, il semblait distrait. Il avait une lettre non signée sur son bureau, quelque chose sur une dernière rencontre qu'il allait avoir avec quelqu'un, je ne sais pas qui. J'allais lui demander, mais je n'ai pas osé. Et cette lettre? Où est? Je ne sais pas. Peut-être toujours sur son bureau. Poirot se leva à une vitesse inattendue et se dirigea vers le bureau du duc. Lily le suivit, les doigts entrelacés, les yeux baissés. Le bureau était spacieux et soigné, avec une horloge à pendule marquant les secondes comme des battements nerveux. Poirot se dirigea directement vers le bureau ennoyé, fouillant les tiroirs avec le soin d'un chirurgien. Dedans, deuxième tiroir, sous un dossier de reçu, il trouva une enveloppe non cachetée. « Voilà », murmura-t-il. La feuille, à l'intérieur, était manuscrite, reconnaissable à l'écriture ferme et anguleuse du duc. Ma décision est prise. Ce sera notre dernière conversation, et après cela, tout doit être clair. Je ne te protégerai plus. Poirot lut en silence, puis le remit. À sa place, sans le montrer, « Reconnaissez-vous cette lettre ?» Lily hocha la tête, tremblante légèrement. Légèrement. Il appartient au duc, sans aucun doute. Mais à qui s'adressait-il? Excellente question, mademoiselle. Et celui qui aura bientôt une réponse. La jeune femme se releva, mais avant de partir, elle se retourna avec un implicite supplication. Dans la voix, pensez-vous que c'était un meurtre? Poirot ne répondit pas immédiatement. Il la regardait simplement, les yeux mi-clos. Je vais vous le dire. Quand un homme écrit ses adieux, il ne le fait pas par habitude. Il le fait parce qu'il s'attend à des conséquences. Et quelqu'un voulait que je ne les ai pas après. Que Lily se soit retirée, Poirot marcha silencieusement le long de la galerie principale. Chaque tableau, chaque rideau, chaque tapis lui parlait dans une langue que lui seul semblait comprendre. Dans la salle à manger, lieu du crime, il s'est arrêté devant la table du petit déjeuner. Le majordome avait tenté de rétablir l'ordre, mais Poirot demanda que la coupe du duc ne soit pas déplacée. Il l'examinait à nouveau, comme s'il attendait qu'elle parle. La coupe n'a pas été empoisonnée, non. Le poison était psychologique. Quelque chose de plus subtil, dit-il doucement. À ce moment, l'inspecteur municipal entra d'un pas gauche. « Monsieur Poirot, nous avons reçu un appel de l'avocat du duc. Il semblerait qu'il allait modifier son testament cette semaine. Il a cité plusieurs personnes ici, et une n'est pas dans le testament actuel. OMS, Dame Clarisse. » Poirot ferma brièvement les yeux. « Merci, inspecteur. Juste à temps. Le puzzle commence à prendre forme. Il ne manque qu'une seule pièce, celle entre les mains du coupable. » Ce soir-là, Poirot dîna seul. Au dessert, il fit une liste dans son carnet. Pas de personnes, mais de motifs cachés. Une ligne disait « Qui Rupert protégeait-il » Autre « Et qui ne voulait plus être protégé ?» Il y avait une menace dans cette lettre, et quelqu'un
dans cette maison, en avait fait une réalité. Chapitre 5. L'écho d'un secret. La lettre non signée avait laissé une impression indélébile dans l'esprit de Poirot. Cette menace voilée, selon laquelle « je ne te protégerai plus », était plus qu'un ultimatum. C'était la clé principale d'un passé caché. Celui que quelqu'un s'était assuré de faire taire pour toujours. Le lendemain matin, Poirot demanda une brève rencontre avec mademoiselle Amélia Tran, l'ancienne gouvernante. Son expérience au manoir faisait d'elle, aux yeux de Poirot, une observatrice privilégiée. « Miss Trent, dit-il, alors qu'il marchait le long du chemin entre les haies, aviez-vous connaissance de secrets parmi les résidents ?» Elle pinça les lèvres, comme si elle goûtait une réponse qu'elle ne voulait pas donner. « Chaque maison garde des secrets, monsieur Poirot, mais dans cette maison, les gens les gardent comme des pièces d'or. » Poirot sourit faiblement. « Et le duc ? Était-il de ceux qui protègent ou de ceux qui menacent ? Les deux choses. Avec ses ennemis, il était de glace. Avec vos proches, encore plus dur. Mais il ne parlait jamais sans calcul. Si vous avez écrit cette lettre, croyez-moi, vous connaissiez le poids exact de chaque mot. Et qui ici avait besoin d'être protégé ? Tout le monde, dit-elle sans hésitation. Certains pour de l'argent, d'autres pour le passé, et certains par amour. Poirot retourna à la bibliothèque et s'assit dans son fauteuil préféré. Il demanda que tous les documents personnels du duc qui n'avaient pas encore été classifiés lui soient apportés. Le majordome est arrivé avec une caisse en bois, fermée par un simple cadenas. Poirot l'ouvrit sans difficulté et commença à parcourir les papiers avec une lenteur méticuleuse. Il y avait des factures, de la correspondance avec les banques, et même une note de l'avocat mettant en garde contre les récents mouvements de capitaux. Mais une enveloppe attira son attention. Il était adressé à un nom incomplet. Il disait seulement « Elle ». Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva une lettre écrite par le duc il y a 6 mois. Plus chaleureux que le précédent, il parlait de confiance, de seconde chance et de sauver les apparences jusqu'à ce que tout soit en ordre. Il n'y avait pas de signature complète, juste une initiale. R. Même main, ton différent, murmura Poirot. Une évolution émotionnelle, de la protection à l'avertissement. Poirot n'avait toujours aucune certitude, mais il avait une hypothèse croissante. Le duc couvrait quelqu'un, et cette protection, épuisée, est devenue une menace. Le meurtre était probablement un acte de désespoir. Avant le déjeuner, Poirot chercha Lily Holmes pour une deuxième conversation. Mais lorsqu'il arriva dans sa chambre, il trouva la porte ouverte et la pièce vide. Ses bagages étaient toujours là, le placard ouvert. Certains vêtements étaient accrochés au hasard sur des cintres. Mais sur la table de nuit, soigneusement alignée, reposaient les clés de sa chambre, une lettre de recommandation et un mouchoir plié avec une excessive précision. Poirot le prit entre ses doigts. C'était parfumé, lavande, mais pas récente. « Il ne s'est pas enfui, dit-il doucement. Elle a été mise de côté. » À ce moment, le colonel Hammond apparut dans le couloir, le visage tendu. « Quelque chose ne va pas, Poirot. Mademoiselle Holmes a disparu. » Non sans laisser de traces, mais sans prévenir. « Pensez-vous qu'il s'est échappé ? » Non. Elle avait peur, oui, mais aussi de la loyauté. Quelqu'un l'a fait taire ou l'a convaincu de disparaître.
ce qui dans cette maison signifie la même chose. Le colonel fronça les sourcils. Ça ne pouvait pas être Clarissa, n'est-ce pas? Poirot se tourna lentement. Pourquoi mentionnez-vous Lady Clarissa? Je ne l'ai pas fait, parce que tout cela a commencé quand elle est arrivée. Le duc a changé. Il est devenu plus secret, plus tendu. Et Lily, elle était sa confidente. Il a même lu ses lettres privées. Poirot hocha la tête pensivement. Et maintenant, le confident a disparu et le duc est mort. Coïncidence, colonel? Tu me le diras. Cette nuit-là, Poirot convoqua discrètement le majordome Théodore. Je veux savoir qui avait accès à l'aile est du manoir entre 7 et 8 heures du matin, le jour du crime. Il y a une entrée arrière à côté du hall des domestiques, n'est-ce pas? Théodore acquiesça tristement. Oui, monsieur. Il n'est pas surveillé le matin. Nous l'utilisons pour apporter des fleurs, ou lorsque le personnel évite de traverser la salle principale. Et est-ce que quelqu'un l'a utilisé le jour du crime? J'ai vu Archibald Vernet quitter cette porte peu après 8 heures. Il a dit qu'il cherchait l'inspiration du matin. Je le considérais comme excentrique, rien. De plus, Poirot remercia sans commenter. Les données ont été enregistrées. Pendant que le reste de la maison essayait de dîner avec un calme fin, Poirot écrivit dans son carnet « Elle n'est pas qu'une initiale. C'est le sommet d'un triangle. Le duc savait quelque chose. Lily, le duc, savait aussi. Et maintenant, l'un est mort et l'autre a disparu. » Poirot ferma le carnet. Dehors, le vent secouait les arbres comme s'il soufflait d'une tombe ouverte. Il fallait agir, avant que quiconque ne tombe dans le silence. Chapitre 6. Le mensonge qui ne convenait pas. Le lendemain, Poirot a demandé à toutes les personnes présentes de se rassembler dans la salle à manger à 10 heures précises. Il ne s'agissait pas d'une confrontation, ni d'une révélation, mais de quelque chose de plus subtil, une reconstruction silencieuse. Les spectateurs arrivaient en file comme des acteurs convoqués pour répéter une pièce qu'ils ne connaissaient pas. Lady Clarissa était vêtue de bleu foncé, le colonel de tweed, Edward de son immuable cravate rayée. Archibald Vernet feignait l'indifférence, tandis qu'Amélia Trant avait les lèvres scellées comme une urne. Poirot, debout à côté de la chaise où le duc avait été retrouvé mort, demanda à voix basse « Chacun de vous, s'il vous plaît, placez-vous exactement comme vous étiez le matin du crime, ou à l'endroit où vous vous trouviez lorsque vous avez entendu le cri de Lady Clarissa. » Un murmure parcourut le groupe, mais tout le monde obéit. Ce n'est pas du théâtre, mes amis. C'est la précision. Un crime laisse des traces, mais aussi absence. Et ce sont ces absences qui parlent parfois le plus clairement. Une fois que tout le monde fut en position, Poirot se promena dans la pièce dans un silence complet. Il regardait les horloges, l'angle du soleil à travers les fenêtres, le bruit sourd du sol sous certains pas. « Monsieur Vernet, dit-il, en s'arrêtant à côté de lui, affirmez-vous toujours que vous étiez dans votre chambre jusqu'à ce que vous... » Entendiez le cri? L'artiste hocha la tête d'un air affecté. Bien sûr, il a bien dormi. Je te l'ai déjà dit. Poirot se tourna lentement vers le colonel. Et vous, colonel Hammond? N'avez-vous pas dit que Vernet buvait avec vous dans la salle? De musique?
Un silence se répandit. Les yeux se tournèrent vers le colonel dont la mâchoire se tendit. Il l'a fait, jusqu'à un certain point. Puis il a dit qu'il allait fumer dehors, pour prendre l'air. Quelle heure? 8 heures moins quelques minutes. Poirot tourna son attention vers Vernet. Et pourtant, monsieur, lorsqu'on vous l'a demandé, vous avez prétendu avoir réveillé à près de 8. Comment expliquez-vous cet écart? Vernet baissa les yeux. Un clignement des yeux le trahit. Peut-être, j'ai confondu l'heure. J'avais le vertige. Qui se souvient exactement? Poirot s'approcha, sans élever la voix. Les coupables, monsieur, ils se souviennent trop, ou pas assez, et tu sembles avoir fait les deux en même temps. Vernet ne répondit pas. Sa théâtralité s'est effondrée silencieusement. Après la réunion, Poirot se retira dans la bibliothèque. Il réfléchissait à la chronologie lorsque le majordome, Théodore, est arrivé avec une enveloppe à la main. « Cela vient d'arriver, monsieur. Un coursier local l'a apporté. Il a dit que ça lui avait été offert par une jeune femme, à la gare. » Poirot prit l'enveloppe d'un mouvement mesuré. Il l'ouvrit avec soin chirurgical. À l'intérieur, une lettre écrite à la main, à l'encre tremblante. « Monsieur Poirot, je ne suis pas parti de mon plein gré. Ils m'ont offert une protection, et je l'ai acceptée parce que j'en sais trop. Le duc n'était pas celui que tout le monde croyait, mais il n'était pas cruel non plus. Je voulais me protéger de quelque chose qui s'est produit il y a des années. Quelque chose qui est revenu nous hanter. Je ne peux pas en dire plus, pour l'instant. Mais il y a une lettre dans sa montre à gousset. Je l'ai cachée là-bas moi-même, au cas où il ne pourrait pas le livrer. » Lys Poirot n'a pas réagi immédiatement. Il laissa la lettre sur la table, se leva et se dirigea vers le bureau du duc. La montre de poche du défunt se trouvait toujours sur un plateau en argent avec d'autres effets personnels. Il le prit, tourna doucement la couverture arrière et, là, à l'intérieur d'un compartiment caché, il trouva un petit papier plié avec un extrême soin. Il l'a déplié. Il reconnut la même écriture que celle du duc. Cette fois, c'était une courte note. « Si quelque chose arrive, fais confiance à Lily. Elle sait qui était avec moi ce soir-là à Marseille. » Poirot ferma les yeux un instant. Le passé sortait de l'ombre. Marseille. C'était un détail que personne n'avait encore évoqué. Cette nuit-là, Poirot dîna avec l'inspecteur local et lui remit la lettre de Lily. « Protégez Miss Holmes. Elle est vivante et en danger, plus que jamais, maintenant qu'il a parlé. » L'inspecteur hocha la tête. « Pensez-vous que Marseille est la clé? » « Je n'y crois pas. » « Ils voient. Marseille explique le chantage, explique la protection du duc. Et si on suit le fil, cela expliquera aussi son meurtre. » Poirot se leva avec un calme inflexible. « Demain, je rendrai visite à Lady Clarissa. Cette fois, non pas pour demander, mais pour observer. » Alors qu'il partait, l'inspecteur l'a arrêté, et Vernet. « Il ment. » »« Mais pas à cause du crime. Il ment par lâcheté, pour quelque chose qui pourrait le faire paraître faible, non coupable. Pour l'instant, nous le laissons en arrière-plan. » Dans l'obscurité, Poirot monta à sa chambre, à pas doux. Et en fermant la porte, il se murmura. La vérité est comme la vapeur du thé. Elle monte toujours. Il faudra juste être patient pour le voir prendre forme. Chapitre 7. Marseille, en mémoire. Le jour se leva dans un calme étrange.
comme si le manoir retenait son souffle. Poirot, parfaitement vêtu d'un costume gris perle et de sa canne à manches ivoire, demanda à lady Clarissa de le recevoir dans le petit salon, une pièce décorée de tapisseries orientales et d'une lampe en cristal qui scintillait sur les murs tapissés. Elle est arrivée avec son sang-froid habituel, vêtue d'une robe écarlate qui contrastait avec le deuil récent. « Monsieur Poirot, avez-vous découvert quelque chose d'utile ?»« Madame, tout est utile, même les silences, » dit-il en l'invitant à s'asseoir devant lui. Poirot sortit de sa poche une feuille de papier soigneusement pliée. Le message trouvé dans la montre du duc. Le nom d'une ville vous dit quelque chose. Marseille? Clarissa se tendit. C'était subtil, juste une raideur dans ses épaules, une pause dans sa respiration. Mais Poirot le remarqua. Marseille? Répéta-t-elle, comme si le nom lui venait à l'esprit pour la première fois. Qu'aurait avoir une ville portuaire française avec la mort de mon mari? J'espère le découvrir, dit doucement Poirot. Vous voyez, le duc a laissé un mot. Énigmatique, mais sans équivoque. Marseille est une ombre dans ce dossier. Et vous, madame, semblez connaître cette ombre mieux que vous ne voudriez l'admettre. Clarissa sourit, mais son sourire n'était qu'une façade. Marseille est un lieu. Des milliers de personnes y sont allées. Cela ne veut rien dire. Cela dépend de comme c'était et avec qui, répondit Poirot. La pièce resta silencieuse pendant un long moment. Clarissa n'en dit pas plus, mais ses doigts jouaient avec insistance avec le bord de son mouchoir. Poirot n'insista pas. Il s'inclina simplement légèrement, en signe d'adieu. « Merci pour votre temps, madame. Parfois, le silence est plus révélateur qu'un cri. » Le même après-midi, alors que Poirot traversait le couloir allant de la galerie vers la bibliothèque, une voix l'arrêta. Était mademoiselle Amélia Trant avec un ton plus tendu que d'habitude. « Monsieur Poirot, j'ai besoin de te parler. » Seul Poirot la conduisit sans un mot au bureau du duc. La femme restait debout, comme si les paroles qu'elle allait prononcer ne méritaient aucun repos. Il y a des années, je travaillais à Marseille, avant de venir ici. Elle était gouvernante dans une maison que le duc Rupert fréquentait également. Il ne m'a pas reconnu à mon arrivée à Edvan, où il a fait semblant de ne pas le savoir. Et que s'est-il passé là-bas, mademoiselle? Elle baissa la voix. Un incident, une mort. Le fils adolescent d'un diplomate est tombé dans un escalier lors d'un dîner. On disait que c'était un accident, mais il y avait des rumeurs. Le garçon s'était disputé avec Rupert la même nuit. Poirot plissa les yeux. Tout s'adapte à un nouveau contour. Et Lily Holmes? Elle était la fille du cuisinier de cette même maison. Une fille, donc. Mais il l'a vue. Il vit le duc monter les escaliers après lui. Personne ne l'a cru. Des années plus tard, le duc l'a trouvé travaillant comme dactylo à Londres et l'a amené ici comme secrétaire, pour la protéger ou pour veiller sur elle. Les deux, peut-être. Ce n'était pas un homme sans conscience, monsieur Poirot, mais il était capable de manipuler les vérités à sa guise. Cela lui a offert de la stabilité. Silence. Jusqu'à ce que Lily commence à se demander s'il était juste de garder le silence. Poirot posa lentement ses doigts sur le bois du bureau, et puis il a écrit la lettre. Et puis, il est mort. Mademoiselle Trant hocha la tête. Je ne l'ai pas tué, monsieur Poirot. Mais je suis resté silencieux pendant trop d'années. Ce que j'ai vu à Marseille,
me hante toujours. Il n'a pas poussé le jeune homme, mais cela ne l'a pas arrêté. C'était une omission, un acte de lâcheté, et c'est ce que quelqu'un a transformé en raison pour le tuer. Peut-être, ou peut-être, c'était autre chose, quelque chose que nous ne voyons toujours pas. Mais je vous assure ceci, Lily n'a jamais menti. Elle a porté une vérité que personne ne voulait entendre. Poirot traversa le jardin après la conversation, sous la légère brume du soir. Les châtaigniers tremblaient et le parfum lointain du jasmin flottait dans l'air. Marseille. Omission. Chantage. Protection. Silence. La vérité était là, comme une silhouette floue derrière une vitre embuée. Mais voilà, le chiffon commençait à passer. De retour dans sa chambre, il trouva un télégramme sous sa porte. Il venait de Londres. Lily Holmes a été localisée. En garde à vue, demandez à vous parler directement. Poirot sourit gravement. Le témoin est revenu. Et avec elle, les dernières cartes de ce jeu. À la fin de la journée, Poirot écrivit une note dans son carnet. Tout le monde a peur du passé, mais certains tuent pour que cela ne se reproduise plus. Il n'y avait toujours pas de coupable, mais il y avait une vérité trop lourde pour être partagée, et quelqu'un avait essayé de l'enterrer pour toujours. Chapitre 8. La voix qui a survécu au silence. Poirot partit pour Londres dans le premier train du matin, enveloppé dans son manteau sombre et le visage impassible. Pendant le voyage, il n'a pas feuilleté le journal, ni touché à son petit déjeuner. Il observait le paysage grisâtre qui défilait au-delà de la vitre, comme s'il cherchait dans le brouillard quelque chose qui lui échappait encore. À son arrivée, un inspecteur de Scotland Yard l'attendait à la gare de Victoria. « Monsieur Poirot », a déclaré l'agent. « Miss Holmes en est sûre. On la retrouve dans une modeste pension de famille à Finchley. J'allais prendre un train pour l'Écosse. Elle était nerveuse, mais elle ne semblait pas en fuite. Plutôt peur. » Poirot hocha la tête. « Et a-t-il parlé ?» Il a juste dit qu'il voulait le voir. Cela, vous seul pouviez comprendre. La pièce où attendait Lily Holmes était austère, avec un canapé en cuir et un porte-manteau inutilisé. Lorsque Poirot entra, la jeune femme se leva comme une source. Son visage était pâle, avec des cernes sous les yeux, mais sa voix, bien que tremblante, semblait ferme. « Monsieur Poirot, je n'aurais pas dû partir. Mais quelqu'un m'a prévenu. » Poirot haussa un sourcil. « OMS ? Je ne sais pas. C'était une facture anonyme sur mon oreiller. Il disait « Ne fais confiance à personne. Va-t'en, vite. » Et il a obéi. J'avais peur. Je pensais que quelqu'un savait ce que Rupert m'avait dit, sur Marseille, sur ce jeune homme. Et j'avais peur d'être le prochain. Poirot hocha lentement la tête. « Dis-moi tout, sans réserve. » Lily déglutit. « Le duc l'a avoué il y a 2 mois, que quelqu'un avait commencé à le faire chanter à cause de ce qui s'était passé à Marseille. Il n'a pas cité de nom. Il a seulement déclaré que cette personne ne pouvait pas se permettre de perdre ce qu'elle avait construit. Je pensais que c'était quelqu'un de la famille. Pourquoi n'as-tu pas parlé avant ? » Parce que je l'ai protégé. Parce qu'il m'a sauvé une fois, et je pensais qu'il pourrait se racheter. Mais ensuite, il m'a donné cette lettre. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devrais te la donner. Je n'ai pas osé.
Alors je l'ai caché dans sa montre. Poirot hocha la tête. Il n'y avait plus aucun doute. La jeune femme ne mentait pas. Mais il y avait encore trop de pièces qui ne s'assemblaient pas. Avez-vous reconnu des signes du maître chanteur? Un accent, une écriture, juste le sentiment. Froideur, proximité. Le duc a dit que cette personne était très proche, trop. Pendant ce temps, dans le manoir des Devannes, la tension s'était transformée en trouble palpable. Edward Ashcroft traversa les couloirs en fronçant les sourcils. Clarissa quittait à peine sa chambre. Le colonel passait ses après-midi à boire dans la solitude, et Amelia Train continuait de regarder par la fenêtre de l'aile est comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Cet après-midi-là, une silhouette s'est glissée dans le bureau du duc. Avec des gants de cuir et des gestes méthodiques, il mélangeait des papiers, ramassait des livres, regardait derrière les tableaux. Je cherchais quelque chose. Et lorsqu'il l'a trouvé, un dossier bleu portant le sceau personnel du duc, il ne l'a pas détruit immédiatement. Il l'emmena avec lui, disparaissant silencieusement par la porte arrière. Quelques minutes plus tard, Amelia Train se détourna de la fenêtre. Mais il n'y avait plus personne. Poirot retourna au manoir le lendemain matin. Son expression était sérieuse, mais sereine. L'inspecteur l'accompagnait, sans encore révéler sa présence aux autres. Dans le salon, Poirot trouva Lady Clarissa avec un verre de sherry du matin. Elle feignit la surprise. « Monsieur Poirot, je pensais qu'il était parti. Pour de bon. Les crimes, madame, ne se résolvent pas dans un wagon. Il faut parfois toucher les ombres pour montrer leurs contours. » Elle le regardait avec un dédain voilé. « Et tu l'as trouvé? » ?»« J'ai trouvé quelqu'un qui ne veut plus se taire. » Et elle a révélé que son mari craignait une menace interne. Clarissa se redressa. « Interne? » Quelqu'un dans cette maison. Quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle ou être exposé. Avant qu'il puisse répondre, le majordome entra dans la pièce avec un visage désemparé. « Monsieur Poirot, un dossier a disparu du bureau du duc, le bleu, celui qui était à côté de sa volonté. » Clarissa pâlit. Poirot ne réagit pas. Il murmura seulement. « Le coupable a encore bougé. Il sent déjà le siège. » Et il a tort, parce qu'il croit qu'éliminer les papiers, c'est éliminer la vérité. Il se tourna vers l'inspecteur. « Rassemblez tout le monde. Ce soir, je veux que tout le monde soit dans la salle. Il sera temps de raconter toute l'histoire. » Cette nuit-là, sous la douce lumière des lustres, Poirot se prépara à révéler ce qu'il savait déjà, mais il manquait encore une dernière pièce, une réaction, un geste, une erreur humaine, et il savait que cela viendrait. Parce que les meurtriers, comme les tasses de thé, ont froid quand personne ne les regarde. Chapitre 9. Les regards qui ne mentent pas. La salle principale du manoir Edevan, cette nuit-là, était illuminée comme pour une représentation théâtrale. Les lustres pendaient immobiles au-dessus du salon, au haut plafond, où un cercle de chaises avait été disposé avec une précision mathématique. Tout le monde était présent. Tout le monde attendait. Certains feignent l'indifférence. D'autres laissent transparaître leur nervosité dans de petits gestes, un doigt qui tape sur le tissu, un regard qu'on ne peut soutenir.
Au centre de la scène invisible, Hercule Poirot, imperturbable. « Mesdames, messieurs, dit-il d'une voix douce coupant le silence. Ce soir, je ne vais pas pointer du doigt. Pas encore. Ce que je vais faire, c'est vous raconter une histoire. Et je veux que vous écoutiez attentivement, car à l'intérieur se trouve la vérité. Un léger murmure parcourut la pièce. Personne n'a osé l'interrompre. Poirot commença à marcher lentement parmi les personnes présentes. Imaginons un homme puissant, un duc, un homme avec un passé, certes, mais aussi des secrets. Il y a des années, à Marseille, cet homme a été témoin d'une mort. Il n'a pas commis l'acte, mais il l'a laissé se produire. Depuis, il vit avec une culpabilité silencieuse, jusqu'à ce que cette culpabilité prenne forme. Quelqu'un se souvient d'elle. Quelqu'un le transforme en monnaie. Il s'arrêta derrière la chaise de Lady Clarissa, mais ne la regarda pas. Au début, le chantage est subtil, lettres anonymes, menaces voilées. Mais ensuite, cela devient direct. Le maître chanteur est proche, très proche, et le duc réagit. Essayez de protéger la seule personne innocente dans tout ça. La jeune femme qui a vu ce que personne ne voulait croire, Lily Holmes. Poirot marchait maintenant derrière Edward Ashcroft. Le duc décide de mettre fin à la partie, écrire une lettre, rompre le pacte du silence, et pour ça, il meurt. Le bingo. Silence dans la pièce était épais comme du plomb. Poirot se tourna vers eux. « Pourquoi les rassembler ici ce soir ?»« Parce que les crimes ne sont pas que des faits. Ce sont des réactions. Et les réactions ne peuvent pas être répétées. » Il se dirigea vers le bureau du duc, où reposait la fameuse tasse froide, toujours impassible. La tasse était froide trop tôt. Parce que le poison, s'il y en avait un, n'était pas physique. C'était une idée, une menace. Le duc n'est pas mort à cause de ce qu'il a bu, il est mort pourquoi, savait. Et quelqu'un a veillé à ce que cette connaissance ne quitte pas cette pièce. Poirot se tourna vers Archibald Vernet, qui semblait agité. « Monsieur Vernet, vous prétendiez avoir dormi le matin du crime. Mais ce n'est pas vrai. Vous êtes sorti par la porte de l'aile est, peu après 8 heures. Le majordome l'a vu. » Vernet leva les mains, pâle. « Je suis juste sorti peindre. Je voulais capturer la lumière du brouillard sur le jardin. » Et pourquoi mentir alors? Parce que je ne voulais pas que l'on sache que j'avais vu Lady Clarissa parler à quelqu'un dans les haies. J'étais trop loin pour entendre, mais ils se disputaient clairement. Elle et Amélia Tran. Tout le monde se tourna vers la gouvernante, qui releva la tête sans ciller. Ouais, nous parlions. Nous n'avons pas discuté, et je ne m'enliserai pas dans des insinuations sans preuve. Poirot leva la main. Je ne cherche pas de déclaration. Je cherche des réactions. Il se tourna ensuite vers Edward. Monsieur Ashcroft, vous avez dit que vous étiez dans la bibliothèque avec Miss Tran. Mais elle l'a contredit. Il a dit que tu es arrivé après. Edward se tendit. C'est un détail mineur. J'étais dans la maison. Je n'ai rien à cacher. Poirot sourit légèrement. C'est ce qui m'inquiète. Personne ici ne semble avoir quoi que ce soit à cacher. Et pourtant, tout le monde ment sur de petites choses. Poirot revint au centre du cercle.
Sa voix baissa un ton. Le dossier bleu manquant dans le bureau du duc a été vu pour la dernière fois il y a moins de 24 heures. Il contenait des documents personnels et de la correspondance avec un avocat. Qui avait le plus peur de ce qui pouvait être dit dans ces journaux? Son regard s'arrêta sur Lady Clarissa, mais il ne la nomma pas. Quelqu'un a manipulé les temps. Il a planté de fausses pistes. Vous avez essayé d'éliminer les vérités, mais il a oublié une chose. Les émotions ne se cachent pas aussi facilement que les documents. Poirot fit une pause. Personne n'a bougé. Ce soir, je ne démasque personne. Mais je laisserai un avertissement. Demain, je dénoncerai tout, le crime. Et je le ferai avec des preuves, avec des faits, avec logique, et avec une confession que certains ont déjà écrite, même s'ils ne l'ont pas encore prononcée. À la fin de la réunion, les visages étaient des masques mal ajustés. Personne n'osait parler à haute voix. Chacun rentra dans sa chambre, dans un brouillard émotionnel plus épais que celui du jardin. Poirot, seul dans son bureau, se versa une tasse de chocolat chaud. Il ouvrit son cahier et écrivit une seule ligne. Le meurtrier est celui qui n'a pas réagi. Parce qu'il avait déjà tout prévu. Il ferma le cahier et il a souri. Quelqu'un, cette nuit-là, ne dormait pas. Et le lendemain, Poirot finirait la partie. Chapitre 10. Les pièces s'adaptent. La matinée est arrivée sans secousse visible, mais une tension dense, presque cérémonielle, flottait dans l'atmosphère du manoir Edevan. Tout le monde savait que c'était le grand jour. Poirot avait de nouveau convoqué les personnes présentes dans le hall principal à 11 heures. Personne n'osait être en retard. Le détective belge les reçut avec un calme qui confinait à la théâtralité. Il portait son costume le plus sombre, sa moustache parfaitement dessinée, et il tenait dans ses mains un petit carnet à couverture noire. « Mesdames, messieurs, dit-il d'une voix calme, aujourd'hui le rideau se lève pour la dernière fois sur cette histoire. Non pas pour divertir, mais pour expliquer. Et comme toujours, que cela commence. Depuis le début, tout le monde s'est assis. Le silence était absolu. Poirot commença à marcher lentement dans la pièce. Rupert, duc de Westborough, est mort pour un crime qui n'a pas été commis dans cette maison. Mais, il y a des années, à Marseille, un décès non élucidé y est survenu. Une chute. Un jeune diplomate. Le duc était présent, et il n'a pas parlé. Poirot s'arrêta derrière Lady Clarissa. Cette omission, cette lâcheté l'ont accompagné depuis. Mais ce n'est pas ce qui l'a tué. Ce qui l'a tué, c'est la tentative tardive de le corriger. Il tourna les talons et se dirigea vers le centre de la pièce. Le duc a protégé Lily Holmes, le seul véritable témoin de cet incident. Il l'a amené ici. Il lui a donné un travail, un poste. Et en échange, il a exigé le silence. Mais lorsque le chantage a commencé, l'équilibre s'est rompu. Poirot ouvrit son cahier et lut « Je ne te protégerai plus ». Sont ces paroles, écrites au maître chanteur. La lettre n'a pas été envoyée. Mais il lui suffisait de l'écrire pour signer son arrêt de mort. Un frisson parcourut la pièce. Poirot n'élevait pas la voix. La personne qui faisait chanter le duc était au courant de l'incident de Marseille. Il l'avait découvert
ou en avait été témoin. Il avait quelque chose à perdre si le passé revenait au grand jour. Et je savais que Rupert était sur le point de parler. Il se tourna vers Edward Ashcroft. « Vous, monsieur, vouliez redorer le blason du nom de famille. Sa carrière politique exige de la pureté. Tout scandale le ruinerait. Était-ce vous » Edward se tendit, mais secoua la tête. Je connaissais le passé de Rupert, oui, mais je ne l'ai pas menacé. Si c'était su, ça m'aurait affecté autant que lui. Poirot hocha la tête, sans insister. Alors, regardons ceux qui avaient quelque chose de plus personnel à perdre. C'est pas l'Amner devant mademoiselle Amélia Tran. Vous étiez là à Marseille. Mais son silence était celui de la peur et non du calcul. Et il a coopéré avec moi. Amélia ne parlait pas. Il a juste baissé les yeux. Poirot se tourna alors vers Archibald Vernet. Vous avez menti sur votre localisation le matin du crime, mais il l'a fait par vanité, pas par crime. Il craignait d'être perçu comme un intrus, comme un ornement. Son mensonge lui a fait du mal, mais il ne le condamne pas. Vernet déglutit, mais ne protesta pas. Poirot leva la main. Alors, qui a eu le motif, l'occasion et le froid calcul? Il s'approcha de la cheminée et montra la pendule. L'heure de la mort était déterminée par le froid de la coupe. Mais cette tasse fut froide trop tôt. Ce qui veut dire que le duc n'était plus en vie quand Clarissa est entrée, ou que sa mort n'a pas eu lieu. À ce moment-là, mais avant, il tourna son regard vers elle. « Dame Clarisse, vous avez dit que vous l'aviez trouvé à peine mort, mais la tasse était glacée, et la chambre parfaitement rangée, comme si le duc avait été là. Bien avant, elle n'a pas bougé. Vous connaissiez leur routine. Je savais qu'ils buvaient du thé seuls, toujours en silence. Il n'y aurait aucun soupçon s'il était retrouvé mort sur cette table. Mais le duc n'y mourut pas. Poirot se dirigea vers le seuil de la salle à manger. Il est mort ailleurs, peut-être dans son atelier, où il lui faisait face, où il a exigé que le chantage cesse. Et puis, quelqu'un a décidé qu'il ne pouvait pas prendre le risque qu'il parle, que le passé doit rester enterré. La pièce resta immobile. Poirot rangea lentement son carnet. Mais tous les morts ne sont pas enterrés sous terre. Certains restent dans les mots qui ne disparaissent pas, dans des réactions qui ne peuvent être simulées. Il se pencha vers l'inspecteur local qui était debout. « Inspecteur, ce soir, le coupable entendra son nom appelé. Mais pas ici, pas encore, parce qu'il manque encore une voix, la plus importante. » Les personnes présentes échangèrent des regards inquiets. Poirot recula d'un pas. « Lily Holmes est de retour. Ce soir, il témoignera. » Lady Clarissa ferma les yeux, et le tremblement à peine visible dans sa main suffisait à Poirot pour savoir que le dernier morceau était déjà tombé. Chapitre 11. La voix de la mémoire. La nuit était fermée et sans vent. Le manoir d'Edevan, enveloppé dans un silence tendu, semblait retenir son souffle. Dans la grande salle, les mêmes visages étaient assis dans un ordre identique, mais plus avec l'indifférence du premier jour. Cette fois, il y avait des regards fugaces, des postures tendues et un silence chargé de présages. Poirot se tenait, comme toujours, près de la cheminée.
Avec lui, pour la première fois depuis sa disparition, Lily Holmes. La jeune femme était vêtue de vêtements sombres, le visage pâle mais ferme. Il tenait un petit cahier dans ses mains, comme s'il s'agissait de son bouclier. Poirot la présenta avec un bref salut. Mademoiselle Holmes a accepté de partager ce qu'elle a gardé pendant des années. Ne demandez pas de détails sensationnels, demandez la vérité. Tout le monde la regardait, certains avec méfiance, d'autres avec une attention qui confinait au malaise. Lily leva les yeux. « Il y a 8 ans, commença-t-elle, d'une voix douce. Mais claire, ma mère travaillait comme cuisinière dans une famille française à Marseille. J'avais 13 ans. Il était invisible pour tout le monde, sauf Rupert. Un léger murmure. Lady Clarissa croisa les bras. Un soir, continua Lily, il y avait un dîner, diplomate, est venu, conversation à voix basse. J'étais censé être dans la cuisine, mais je me suis éclipsé. J'aimais écouter depuis les escaliers. C'est là que j'ai vu le jeune homme, le fils d'un des invités. Il a couru, furieux. Et derrière lui, le duc Edward Ashcroft baissa les yeux. Je n'ai pas entendu ce qu'ils ont dit, continua Lily, mais ils se disputèrent. Ils ont fait un geste. Puis, le jeune homme est tombé, et Rupert restait là, figé. Il n'a pas crié, il n'a pas demandé d'aide. Il descendit lentement les escaliers et dit « Cela a glissé. » Un silence absolu. Je l'ai vu, et Rupert m'a vu, mais il n'a rien dit. Il m'a juste demandé de ne pas répéter un mot, qu'il l'oublie. Pendant des années, j'ai cru que je devais obéir. Il y a quelques mois encore, il m'a avoué avoir été victime de chantage. Que quelqu'un a utilisé mon témoignage comme une menace. Il m'a remis une lettre, et il m'a demandé de parler s'il ne survivait pas. Poirot s'avança. Et c'est ce qu'il a fait, mademoiselle. Avec courage, avec vérité. Lady Clarissa se leva brusquement. C'est absurde, une histoire d'enfance, une scène dont une fille se souvient mal. Poirot ne broncha pas. Vous vous en souvenez mal, madame? Et comment expliquez-vous alors la disparition du dossier bleu, les contradictions sur l'heure du décès, les menaces que Lily a reçues la nuit précédant son évasion? Clarissa se tendit, mais ne répondit pas. Poirot leva le doigt. Ce n'est pas seulement le passé qui a tué le duc, c'était le présent. C'était la possibilité de tout perdre quand il parlait. Son témoignage, sa rectification. Et qui avait quelque chose à perdre si Rupert brisait le silence? Amelia Tremp plissa les yeux. Edward Ashcroft déglutit. Mais une seule personne restait absolument immobile. Dame Clary Poirot s'approcha lentement. « Madame, savez-vous ce qui m'a le plus intrigué chez vous? Pas sa sérénité, ni son manque de larmes, mais son comportement avec la tasse. » Elle le regarda froidement. « Quel comportement? Vous avez été le premier à trouver le corps. Et pourtant, il ne s'est pas approché. Il ne toucha pas l'épaule du duc. Il n'a pas essayé de lui parler. Il a juste crié. Dès l'entrée, Poirot se tourna vers les autres. Parce que je savais déjà qu'il était mort. Parce que tu l'as mis là toi-même. Parce qu'il n'est pas mort dans la salle à manger. Il est mort ailleurs, à un autre moment. Et vous
sachant ce qui allait arriver, avait mis en scène la scène pour faire croire le contraire. Clarissa n'a rien dit. Poirot se tourna vers l'inspecteur. Ce soir, je dirai le nom. Mais seulement après encore une chose. Il se tourna vers Lily avec un regard bienveillant. Mademoiselle, savez-vous qui d'autre était dans la maison ce soir-là à Marseille? Qui était au courant, à part? Le duc? Lily baissa les yeux. Puis, il leva lentement les yeux, et ses yeux se posèrent, sans aucun doute, sur Dame Clary. Elle? Je l'ai vue descendre les escaliers juste après. Et elle m'a vu aussi. Clarissa recula d'un pas. Cela ne prouve rien. Poirot n'eut pas besoin de répondre. La salle entière avait déjà compris. Elle était là. Je l'avais toujours su. Et quand le duc a menacé de dire la vérité, il a décidé de le faire taire pour toujours. Mais Poirot n'avait pas encore prononcé le verdict final. Cela viendrait plus tard. Après, le rideau est tombé avec une précision chirurgicale. Chapitre 12. Le dernier mouvement du tueur. Le hall du manoir. Edevan était plongé dans un silence épais et impatient. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Au centre, Poirot se tenait debout comme une statue taillée dans la volonté. Lady Clarissa restait debout, son expression inchangée. Mais sa respiration, à peine perceptible, trahissait une tension soutenue que seul Poirot semblait voir clairement. « Laissez-moi maintenant », dit-il d'une voix ferme, mais pas stridente. « Vous présentez toute la vérité. La séquence des événements, la logique, les mobiles et le crime, il s'est tourné vers tout le monde. Rupert de Westborough a été assassiné, pas avec du poison, pas avec une arme, mais avec calcul. Sa mort a été orchestrée pour paraître naturelle, n'importe quel matin. Mais rien n'était dû au hasard. La veille au soir, il avait rejoint sa femme dans son bureau. Là, il a révélé qu'il remettrait une lettre. Cela briserait le silence sur Marseille. Poirot fait un pas. Lady Clarissa était à Marseille cette nuit-là, il y a des années. Il a vu le jeune homme tomber. Il vit le duc garder le silence. Et plus important encore, il a vu Lily Holmes. Il savait qu'avec le temps, la jeune fille pourrait parler. Alors, quand il l'a vue travailler comme secrétaire du duc, il a compris que le temps presse. La pièce était toujours silencieuse. Le chantage n'était pas seulement de l'argent, c'était la peur. Clarissa craignait de perdre sa position, sa sécurité et son prestige. Il savait qu'un scandale entraînerait la ruine de toute la famille. Et quand Rupert a annoncé son intention de réparer le passé, elle n'a pas pu le supporter. Poirot sortit un petit objet de sa poche, une cuillère en argent. La coupe du duc n'était pas la scène du crime. C'était son accessoire. Le duc mourut dans son bureau entre 7 et 8 heures du matin. Clarissa, déjà réveillée et habillée, le trouva, peut-être après une confrontation. Peut-être qu'il avait déjà subi une légère crise cardiaque. Ou peut-être qu'elle l'avait empoisonné avec quelque chose d'indétectable. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'il a fait ensuite. Il a déplacé son corps vers la salle à manger. La tasse est déjà servie. Le cadre était... mais parfait. Un petit déjeuner interrompu, un duc apparemment en paix. Lady Clarissa se renversa dans son fauteuil, mais ne dit pas un mot.
Mais il a commis des erreurs, a poursuivi Poirot. Il n'a pas crié immédiatement. Attendez. Calcul. Il laissa la tasse refroidir, trop froide, et il a oublié que la logique ne se fige pas avec le thé. Poirot se tourna vers l'inspecteur. Le dossier bleu manquant contenait les notes personnelles du duc sur Marseille. Il envisageait de les inclure dans sa nouvelle disposition testamentaire. Clarissa l'a volé la nuit où Lily est réapparue, essayant d'éliminer le dernier élément de preuve. Mais il était tard, parce que la vraie preuve était vivante. Et il avait parlé. Lily, dans un coin de la pièce, baissa les yeux. Pas par honte, mais par soulagement. Poirot s'approcha alors de Clarissa une dernière fois. « Vous n'avez pas tué par haine, madame. Il a tué par peur. Une peur déguisée en rationalité. Du devoir. Mais la justice ne distingue pas toujours les nuances. Reconnaissez simplement l'acte. » Clarissa ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, il n'y avait plus de combat dans son regard. Juste un profond épuisement. « Et si je le faisais ?» dit-il, sa voix à peine audible. « Qu'est-ce qui change maintenant ?» Poirot recula d'un pas. Rien pour lui. « Tout pour vous ?» L'inspecteur s'approcha en silence. Clarissa n'a pas résisté. Il marchait parmi les personnes présentes sans regarder personne. La pièce resta silencieuse jusqu'à ce que la porte se referme derrière elle. Quelques heures plus tard, Poirot se tenait sur la galerie d'hiver, regardant le jardin. Lily s'approcha. « Merci, monsieur, pour m'avoir cru. »« Mademoiselle, je n'y crois pas. J'observe. Mais j'avoue quelque chose. Je voulais, croyez-le, parce que ses yeux n'ont jamais cherché d'excuses. Juste la permission de dire la vérité. » Lily hocha la tête, sans voix. « Et maintenant ?» elle a demandé. « Maintenant, le monde continue, comme d'habitude, avec ses secrets, ses masques, mais un de moins. » Cet après-midi-là, Poirot dit au revoir à l'inspecteur et au reste de la maison. Alors que la voiture l'attendait à l'entrée, il s'arrêta un instant devant le portail en fer forgé. « Une maison comme celle-ci, » murmura-t-il, « ne garde pas seulement l'histoire, économiser des conséquences. » Il monta d'un pas ferme et, en s'asseyant, il expira profondément. Parfois, se disait-il, le meurtrier n'est pas celui qui est, mais celui qui a plus peur, qu'il ne peut résister. La voiture avança, laissant derrière elle la brume des deux vannes, et avec elle la dernière tasse froide du duc.